Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Bonjour, aujourd'hui on cuisine un jour bleu, épisode 84. Bonjour à toi, chers auditrices et auditeurs. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve pour un nouvel épisode. Alors, vous l'avez entendu dans l'ouverture, aujourd'hui, on a un invité très spécial. Il s'agit de Claude. Bonjour Claude. Bonjour Marc. Alors, on vous retrouve dans notre podcast en compagnie de Guy qui est de retour. Bonjour Guy. Bonjour tous. Bonjour Guy. Alors, ça s'est bien passé ta journée porte ouverte ? Ah, beaucoup de monde. Non, j'exagère un petit peu. Nous avons eu du beau temps, c'est déjà ça. Et de très bons retours au niveau des inscriptions. Donc, c'est très bien. Voilà, donc j'en ai profité que tu n'étais pas là pour parler un petit peu d'une cuisine que tu maîtrises pas trop avec une experte en cuisine végétarienne. Ça s'est bien passé entre nous. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre livre, donc chez la même maison d'édition d'ailleurs, chez Terre Vivante. C'est vraiment un hasard parce que j'étais en train de regarder les nouveautés et je suis tombé sur les deux livres. Donc, la semaine dernière, c'était Cuisine pas bête pour ma planète et aujourd'hui, c'est Je cuisine un jour bleu. Alors, le titre est assez intéressant parce que c'est un livre de cuisine bleu. Le bleu, c'est pas vraiment une couleur qu'on apprécie en cuisine parce que c'est généralement la couleur qu'on met sur les sparadraps quand on se blesse en cuisine, n'est-ce pas Guy ? Éventuellement. Non, parce que comme ça, on les retrouve si ça retombe dans les pâtes. Enfin, alors, le sous-titre, c'est Gourmet, autistes, recettes et témoignages. Alors, moi, ça m'a un petit peu interpellé en me disant, tiens, on parle de autistes, maladie mentale, apparemment. Donc, ça m'a un peu interpellé en disant, mais c'est effectivement la première fois que je vois un sujet de cet ordre-là qui va aborder la cuisine sur le côté d'une spécificité, d'une différence de personnes. Donc, j'ai pris contact avec l'éditeur qui a été très gentil de me passer les coordonnées de Claude et qui a accepté de venir dans notre podcast. Donc, merci beaucoup. Donc, Claude, retraité de l'informatique de gestion, marié, 2 fois 2 garçons et 5 petits-enfants. Oui. Tu habites en Savoie. Oui. Dans le En Haute-Savoie, pardon. Donc, il y a beaucoup de neige en hiver et Oui. tu t'occupes de fêtes de la gastronomie. Oui. Alors, je me demande, première question, comment est-ce qu'un retraité de l'informatique de gestion en arrive à écrire un livre de cuisine sur la cuisine pour les autistes ? Alors Marc, je te remercie vraiment de m'avoir contacté pour parler de ce livre « Je cuisine un jour bleu ». C'est une aventure extraordinaire et nous sommes là pour en parler. Si tu veux bien, avant de répondre à tes questions, je vais te lire un quatrain d'un monsieur qui s'appelle François Chang, que j'aime beaucoup, qui est de l'Académie française, qui est un Chinois français. Et pour introduire cette idée de l'autisme. Alors, je lis. Parallèle à la Voie lactée, ton corridor de bout en bout s'emplit du souffle de l'espace. Souffle muet qui s'accorde au rythme de tes pas. Toi, tu entends le bruit des étoiles qui passent. Je trouvais ce quatrain qui était une très belle introduction à, je ne veux pas dire une définition de l'autisme, non, parce que je me ferais taper dessus, mais pour moi, c'est cette idée de l'autisme. Ce sont deux mondes. Alors peut-être on reviendra sur l'autisme après, on va parler de l'histoire de ce livre. Alors, je vais faire un petit retour en arrière parce que comment est-ce qu'un retraité arrive à éditer, à faire un livre sur l'autisme? Je vais faire un retour en arrière, 2013, très rapide, hein, je te rassure. 2013, je suis à la retraite depuis 1 an, et je m'intéresse beaucoup à plein de sujets. Et je suis dans mon fauteuil, sur mon ordinateur, et je vois fête de la gastronomie. Ah, donc je m'intéresse à... Je regarde un peu, je vois fête de la gastronomie, projet gouvernemental, bien. En fait, toute cette histoire est un petit peu partie de là, parce qu'à partir de la fête de la gastronomie, j'ai été invité à Bercy, puisque la fête de la gastronomie est gérée par Bercy. J'ai fait des tas de rencontres, des tas de connaissances qui m'ont amené dans le monde de la gastronomie auprès des chefs, auprès de Guillaume Gomez notamment.
qui est le chef des cuisines de l'Élysée, qui est un garçon charmant, auprès de lycées hôteliers, auprès de centres de formation pour adultes. Donc voilà, la chose est partie. Et le lien, c'est Guillaume Gomez en fait, le lien. Guillaume Gomez qui a préfacé ton livre d'ailleurs. Hein. Voilà, Guillaume Gomez qui a préfacé mon livre. Michel Roth également a préfacé le livre, je parlerai de Michel après. Et d'ailleurs c'est curieux parce que j'ai retrouvé Guillaume Gomez sur le livre, je lui ai demandé de participer, donc le lien entre les deux périodes c'est Guillaume Gomez, et moi je me suis intéressé pour aller vraiment, mais tu verras le lien après, je me suis intéressé à l'autisme parce que un de mes petits-fils, lorsqu'il est né, avait des signes autistiques très forts. Donc mon fils, notamment, s'en est beaucoup occupé. Bon, il est sorti d'affaires aujourd'hui, il a 10 ans. Donc je me suis intéressé à l'autisme et, comme je le disais tout à l'heure avant d'enregistrer, la notion de comportement m'intéresse au plus haut point. Donc, m'intéressant à l'autisme, je suis tombé sur Joseph Chovanec. Donc, j'ai regardé des vidéos. Et je suis allé à une de ces conférences au Vinatier à Lyon, où il y a chaque année au mois de juin une série de conférences sur une après-midi. Après la conférence, je vais voir Joseph Chovanec. Je lui dis que j'étais très intéressé par ce qu'il avait développé dans sa conférence. Et entre-temps, j'avais acheté un de ses bouquins. Je suis à l'Est, on en parlera tout à l'heure. Et au bout de 5 minutes de discussion, Joseph me demande « Et vous, que faites-vous » Alors je lui explique, je suis retraité et je m'occupe de la fête de la gastronomie et je lui tends ma carte de visite sur laquelle sont inscrits Claude Carin, les amis de la fête de la gastronomie. Et il regarde, il lève la tête et il me regarde, ce qui est parfois rare pour les autistes, et il me dit « Nous allons faire un livre de recettes pour les enfants autistes et tous les autres. » Surprise de ma part, je dis « Mais Joseph, vous plaisantez ?» « Non, me dit-il. Alors là, je ne réfléchis plus. Je lui dis « D'accord, comment fait-on » Vous faites un petit bout de site internet, on va demander aux parents de nous envoyer les recettes et puis on les mettra en forme, on verra avec Amazon ou Google. Puis bon, alors je lui dis, alors attendez Joseph, toute la première partie ça me va, c'est formidable. La deuxième partie du format, non. Donc, on va faire un beau bouquin. Je connais du monde dans la cuisine et la gastronomie, donc on va faire un beau bouquin. Donc, effectivement, le retraité informaticien se retrouve en face d'un garçon, Joseph Chovanec, autiste Asperger, dit de haut niveau, docteur en philo, polyglotte, et vraiment un philosophe. Et on décide de faire ce livre, donc je n'avais aucune légitimité pour dire je vais faire un livre, d'abord faire un livre de cuisine, je ne suis pas chef, et avec des personnes autistes, encore moins. Donc c'était un petit peu la surprise, mais comme j'aime les défis, et comme on le disait tout à l'heure avec Marc, les informaticiens sont un peu fous, parfois beaucoup, ce challenge m'a beaucoup plu. Et on est parti dans cette histoire qui est une histoire extraordinaire, faite de rencontres, d'humanité. Donc très rapidement, j'ai fait le site internet, j'ai communiqué avec beaucoup d'associations qui sont autour de l'autisme. Les recettes sont arrivées, j'ai cherché différents éditeurs. J'ai d'abord regardé les éditeurs qui traitaient de l'autisme et qui voulaient bien travailler avec nous. Bon, tous m'ont dit non, c'est une niche, ça nous intéresse pas. Ou alors, si vous avez un partenaire financier, je dis ben non. Moi, j'ai pas de partenaire financier. Et quand je dis tous, je les ai tous faits, les plus grands, hein, tous. Et puis un jour, une dame m'appelle, elle me dit j'ai 2 garçons autistes Asperger et je suis éditrice. Je dis vous tombez du ciel. Cette personne, c'est Fabienne Vasselet, qui est éditrice freelance. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, on travaille ensemble. Je dis évidemment qu'on va travailler ensemble. Et elle, Fabienne, travaille régulièrement avec Terre Vivante.
Elle m'a dit, on va travailler avec Terre Vivante. Je suis vraiment ravi parce que je les connais, Terre Vivante. Terre Vivante existe depuis 30 ans. Maintenant, ils sont en scope, ils ont été en association. Ils s'occupent de tout ce qui est jardinage, permaculture, écologie. Voilà, écologie au sens très large. Et ils ont un domaine au-dessus de Grenoble, dans un patelin qui s'appelle Mens, M-E-N-S. Ils sont complètement perdus dans la campagne. C'est un domaine absolument magnifique. Donc là, ils organisent des stages de toutes sortes de choses autour du jardinage et du bien-être, comment faire ses plantes. Enfin bon, tu as vu avec le bouquin précédent. Et quand Fabienne, quand on est allé présenter le projet au directeur Olivier et à Brigitte Michaud, la directrice, ils n'ont pas hésité un instant. Et en fait, on est remarquablement tombé puisque ils cherchaient un thème un petit peu différent du leur, tout en étant pas trop loin quand même. Et ils ont dit bon, ok, on est parti, on fait le bouquin. Donc en fait, c'est parti de cette manière. Alors ce bouquin est très récent parce que je vois qu'il est publié en mars 2018 et on est au mois de mai. Donc c'est encore le 9 comme ça. Oui. Alors c'est assez marrant parce que j'ai contacté l'éditeur et j'ai demandé à parler au premier nom que je vois entre les auteurs. Je vois Joseph Chovanec et Claude Carat. Donc je dis je veux parler à Joseph Chovanec et il me redirige vers Claude Carat. Donc en googlant un petit peu, je vois Joseph Chovanec, il est partout. Sur le sujet de l'autisme, apparemment, c'est une sommité. Et puis Claude Carat, c'est ah bon, ok, bon. Et c'est comme ça que je me retrouve avec lui qui apparemment avait donc une grande partie prenante avec ce bouquin. Intéressant parce que je vois qu'il y a donc 2 personnes qui ont signé la préface, tout de suite impressionnant, 2 meilleurs ouvriers de France. Donc le chef des cuisines du Palais de l'Élysée et un Bocuse d'Or. Oui. Alors, il y a évidemment ces 2 noms, Guillaume Gomez et Michel Roth, ne sont pas là par hasard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à tous les deux, Guillaume Gomez, je l'ai connu en 2013, un comité de pilotage pour la fête de la gastronomie. Je suis allé le voir parce que j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien discuter avec eux. Donc je suis allé le voir, il est extrêmement sympathique, tout à fait gentil. Et donc je lui dis écoutez, je voudrais rester en relation avec vous, j'aimerais faire des choses avec vous. Donc ça c'est 2013, tu vois, on est loin de 2016 où j'ai rencontré Joseph. Et puis je l'ai revu chaque année au moment de la fête de la gastronomie. Et donc quand j'ai rencontré Joseph, qu'on a décidé de faire ce bouquin, j'ai immédiatement fait un mail à Guillaume. J'ai replacé le contexte de notre connaissance. Il m'a répondu oui, évidemment. En plus, il est extrêmement engagé dans des associations de ce type. Il reçoit lui-même des personnes en situation de handicap, il faut être prudent, en situation de handicap dans les cuisines, en stage, tout à fait régulièrement. Dernièrement, il avait une jeune femme en trisomie 21. Donc, c'est comme ça que s'explique la participation de Guillaume. Pour Michel Roth, c'est un petit peu plus rigolo. En 2014, je vois dans mes pérégrinations sur Internet que la ville de Sarlat, pour le trophée de la truffe et du foie gras qui a lieu la première quinzaine de janvier, le deuxième week-end en général du mois de janvier, recherche des personnes pour être petite main d'un grand chef pour une soirée. Je bondis sur mon clavier d'ordinateur, je fais un mail tout de suite en disant ça m'intéresse et je voudrais être avec Michel Roth. Et je me dis, on était le dimanche soir, le lundi matin à 9h, j'appelle l'Office du tourisme de Sarlat, je leur explique, je dis, écoutez, je veux absolument... Alors la jeune femme qui me répond, elle me dit, écoutez, on a besoin de 3 personnes et vous êtes déjà 7 personnes. Je dis, écoutez, c'est pas possible, l'annonce est parue hier, c'est pas possible. Je dis, non, je veux être absolument avec Michel Roth. Enfin, j'ai dû être suffisamment persuasif. Elle me rappelle un mois après et elle me dit « Vous êtes avec Michel Roth pour le trophée de la truffe et du foie gras ». C'était énorme pour moi, énorme. Tu vois, c'était un truc incroyable. Donc, avec mon épouse, on est allé à Sarlat. Et alors, c'est vraiment, Guy peut comprendre ça, mais toi aussi, c'est vraiment extraordinaire. Donc, pour ce trophée de la truffe et du foie gras, qui se passe le samedi et le dimanche, le samedi après-midi, il y a le trophée Jean Rougier. Les Rougier sont des grossistes en foie gras.
Et la ville de Sarlat est extrêmement bien organisée pour ce genre de choses. Ils ont une très très grande salle en forme un petit peu d'amphithéâtre. Ils ont 8 paillasses et là s'affrontent les jeunes hôteliers lycéens ou en CFA avec leurs profs autour de la truffe et du foie gras. Donc ça, c'est de 13h jusqu'à 18h30, remise des prix. Et donc après, il y a un brunch, une réception, et après il y a le talk show, là où je devais intervenir avec Michel Roth. Et donc à la fin du trophée, après la remise des prix, je veux absolument aller à la rencontre de Michel Roth qui était là, qui était derrière. Alors juste avant, une petite anecdote. Donc je descends vers la Seine, là où il y a les paillasses, et pour aller voir, pour essayer de trouver Michel Roth. Et en marchant en face de moi, je vois arriver quelqu'un et que je reconnais immédiatement, puisque c'est Gérard Klein, un comédien français qui a fait une très belle série en tant que, comme il est instituteur. J'ai oublié le titre, mais oui, il est instituteur. Donc c'est une très très belle série qui passe encore de temps en temps sur des vieux épisodes. Et je lui dis bonjour Monsieur Klein, vraiment vos séries sont très très bien faites, très très bien organisées. On a beaucoup de plaisir, enfin j'ai beaucoup de plaisir à les regarder parce que ça traite aussi, évidemment, ils se confrontent avec des gamins un peu difficiles. Et alors, il me dit, mais vous savez, moi je fais presque rien. Bon. Et alors, il s'est là aussi passé une chose très rigolote, c'est que, bon, là je ne l'ai pas, mais je suis très souvent vêtu avec une salopette. Bon, en ce moment il fait chaud, donc j'ai pas de salopette, mais en hiver j'ai toujours une salopette. Et il se trouve que j'avais une salopette de la marque Lafon, qui est une marque française de salopette de travail. Et il me dit, oh, vous avez une Lafon? Il dit, moi j'ai une collection, j'en ai plein chez moi. Je dis, bon, c'est extraordinaire. Et puis on se met à discuter, et puis au bout d'un moment, il me dit, France 3 m'attend. Bon, donc je suis allé voir Michel Roth, je tombe sur Michel, et il me dit, ah ben c'est à ce moment-là que tu arrives, c'est maintenant que tu arrives. Tu vois, on s'était jamais vu. Donc c'était étonnant. Je dis, excusez-moi, mais bon, ok, c'est bon. Alors il me dit, tu sais, on va pas se prendre la tête. Hein. On avait une recette, il fallait que on fasse un magret avec du magret de canard avec du foie gras. Voilà. Donc il m'explique un petit peu comment on va faire et tout ça avec une grande rigolade. Et il y avait beaucoup de chefs, de MOF, meilleurs ouvriers de France, qui étaient là. Il devait être une dizaine, quoi. Il y avait Rochat, enfin il y avait plein de gens qu'on connaît bien, qui sont tous très connus. Et c'était vraiment un plaisir. Après, Michel m'a emmené au brunch avec tous ces gens-là. Je n'avais jamais vu autant de foie gras de ma vie concentré sur une surface géographique très petite. Enfin bon, c'était très rigolo. Et après, donc on a fait le talk show et Michel et moi, il y avait 3 chefs qui devaient faire un show et Michel et moi étions les premiers. Et donc, il y avait 2 animateurs, 2 chefs. Donc, un des chefs est Damien Duquesne de 750grammes.com, que j'imagine nous connaissons. Tout le monde connaît, oui. Que vous connaissez, qui est devenu un copain, Damien. Et puis, un autre chef dont j'ai oublié le nom, mais qui est sans doute à la retraite, mais qui anime encore beaucoup les choses. Et en fait, c'est un show à l'américaine, avec la musique, l'ambiance et tout. C'était extraordinaire. Évidemment, il y avait la télé qui était là, une chaîne spécifique qui était là. Enfin, donc on a passé un moment avec Michel Roth vraiment extraordinaire. On a oublié la moitié des choses en faisant la recette parce que Damien explique de commenter. Enfin bon, moi on cuisinait, j'ai cuisiné aussi. Enfin bon, on a passé vraiment un moment extraordinaire avec Michel. Et donc, et qui plus est, Michel et Guillaume sont vice-présidents tous les deux de Eurotoc. Donc, ils se connaissent extrêmement bien, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et quand j'ai demandé aussi à Michel, est-ce que tu veux bien, il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, voilà la raison de Michel Roth et Guillaume Gomez dans la préface de ce bouquin.
Et le parrainage entier de ce bouquin. Et le parrainage, bon. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est que à peu près au même moment, j'étais tombé sur une vidéo d'un autiste français qui témoignait, c'est passé sur les réseaux sociaux, qui a eu la chance, d'après lui, que ses parents ont insisté de le mettre dans l'enseignement traditionnel, parce que en France, il regrettait que beaucoup d'autistes sont mis dès le plus jeune âge dans l'enseignement spécial, alors qu'en France, on traite ça plutôt comme un handicap incurable, alors que dans des pays comme les États-Unis, les autistes se font engager par des grandes boîtes comme Microsoft, Google, Apple, des grandes multinationales qui sont considérées comme un atout et un avantage dans une équipe, surtout dans les systèmes informatiques, là où il y a des problèmes complexes à résoudre, alors que en France, c'est pas vraiment le cas. Oui. C'est vrai. Alors, cela dit, ça c'est valable pour les autistes dits de haut niveau, les autistes Asperger. Il y a aussi d'autres, entre guillemets, d'autres formes d'autisme qui sont parfois invalidantes. Il y a des autistes non-verbaux, il y a des autistes qui sont plus profondément touchés. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Je suis en relation avec deux sociétés. Une société qui s'appelle Andros, font des yaourts, des jus de fruits, des choses comme ça, qui est une très grosse société, qui est en fait une multinationale, qui a des antennes un peu partout, qui est extrêmement discrète. Et il se trouve que le PDG, enfin le créateur, a un enfant autiste, donc lui, il fait travailler, il engage des autistes, pas seulement des autistes Asperger. Et aussi un autre monsieur qui, lui, est dans le sud-ouest, qui a une entreprise qui s'appelle Papé Papoule, où il fabrique des pâtés, il travaille les foie gras qu'il vend par correspondance, et lui aussi engage des autistes. Donc Voilà. Ça se fait. Et Joseph Chovanec, comme je te disais l'autre jour, dans ses conférences, a une conférence sur l'intégration des autistes en entreprise. Donc, page 44, on parle du jambonneau. Voilà, absolument. La boîte de conserve qu'il faut mettre 1 heure au réfrigérateur avant. Voilà. Alors, oui. Non, parce que je regarde dans la postface d'une sociologue qui dit que, effectivement, les autistes ont cette particularité, c'est qu'ils développent des troubles au niveau de l'alimentation, et ça a été mis en avant depuis 1943, et très peu de gens en parlent. Donc, oui. C'est ce qu'on peut dire que c'est le premier livre grand public qui traite du sujet des problèmes qu'ont les parents d'autistes à faire manger leurs enfants. Oui, la réponse est oui, sous couvert. On en a beaucoup discuté avec Joseph Chovanec. C'est le premier livre qui traite de l'alimentation pour les autistes de cette manière. Il y a, alors je m'empresse de dire que il y a un monsieur belge d'ailleurs qui s'appelle Thomas Fondelli, qui est un thérapeute, qui s'intéresse à l'alimentation pour les autistes, mais d'une manière très très technique. Et puis je l'ai pas, je l'ai prêté ce bouquin. Mais vous regarderez Thomas Fondelli. Et on s'est mis en rapport avec lui d'ailleurs pour traiter le bouquin. On lui avait demandé aussi de faire un petit mot. Bon, il n'a pas pu le faire, mais il était tout à fait d'accord sur le bouquin. Et lui parle de manière très technique des sensations des autistes par rapport à la nourriture. De la manière dont nous l'avons traité, c'est effectivement le premier livre où on demande, c'est un livre participatif. On a demandé aux parents de nous donner leurs recettes, leurs aménagements de recettes, mais ce sont leurs recettes. Donc oui, ce sont des recettes pratiques. Ce sont des recettes pratiques, et Joseph, je pense que Joseph l'avait en tête depuis déjà longtemps, qu'il n'avait jamais eu l'occasion de le proposer à quelqu'un, et donc ça s'est fait de cette manière. Oui, c'est le premier livre qui traite. Et l'objectif était aussi d'aborder l'autisme sous un regard, comme tu viens de le dire, qui n'avait jamais été abordé à travers la nourriture. Parce que, bon, après avoir lu le livre, parce que je l'ai lu. C'est gentil. Non, je l'ai acheté et je l'ai lu avant même de contacter l'éditeur. Et je parcours les recettes qui sont d'une écrasante simplicité. Je me dis, on peut très bien changer le titre et dire cuisine pour les nuls et ceux qui sont encore moins bons que ça. Parce que oui. C'est des recettes d'une simplicité qui sont bonnes en plus, qui sont intéressantes et qui en plus permettent de faire manger
je vais dire pas seulement les enfants autistes, mais aussi tous les enfants, parce que j'ai un fils de 6 ans et une fille de 4 ans, et parfois pour les faire manger, c'est le parcours du combattant. Et le jour où ils veulent pas, ils veulent pas. Et il y a des petits trucs qui sont dedans et qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc même pour les parents d'enfants normaux, si je puis dire, Oui. non différents, ou pour les autistes, les enfants normaux sont des enfants normaux, précisons-le. Alors oui, il y a permets-moi une petite information. Pour nous, les autistes, l'autisme est une différence. On ne parle jamais de maladie ou de handicap, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a des différences qui sont handicapantes. Mais on parle de différence. Nous sommes différents. Et pour les autistes, le monde, donc notre monde, le monde dit normal, nous sommes des neurotypiques. Les autistes, quand ils parlent de l'autre monde, c'est le monde des neurotypiques. Et tu sais, Joseph, il a vraiment beaucoup d'anecdotes pour parler de la différence. Il dit, quand vous entrez dans un bus, si vous n'arrivez pas à mettre votre valise dans l'endroit qui est spécifié, même si vous n'êtes pas autiste, vous n'y arrivez pas. Donc vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas, tu vois. Ou alors il dit, qu'est-ce qui est mieux? Moi qui suis autiste, qui fais le tour du monde, ou vous qui allez dans votre entreprise tous les jours? Et qui n'aime pas son travail. Qui n'aime pas son travail, oui. Tu vois? Tout à fait. La notion de différence est à manipuler avec précaution. Mais je vois, moi, dans le discours, en tout cas présent dans les médias, en France, j'ai l'impression que l'autisme est encore présenté comme un handicap. Oui, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Justement, cette année, et d'ailleurs tu as pu le voir, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de livres sur le sujet de l'autisme au sens large, cette année, il y en a vraiment plusieurs. Je les citerai tout à l'heure qui sont très intéressants. En plus, je connais les gens qui sont vraiment très intéressants. Il y a aussi le 4e plan autiste, bon, évidemment, qui a certainement des manques et des imperfections, mais qui a le mérite d'exister. Et les choses ne se font pas en 5 minutes. Donc, les choses progressent. Bon, ça va dans le bon sens. Alors, dans ce livre, c'est principalement un carnet de recettes. Pour chacune des recettes, il y a une petite histoire quasiment, presque toutes des recettes. Et qui passe un peu en revue les différents types de troubles ou de difficultés que les enfants ont à manger. Par exemple, un enfant qui ne mange que du rouge, que des aliments rouges. Et la maman qui explique comment est-ce qu'elle est arrivée à faire manger de tout à un enfant qui a cette particularité. Quelles sont en gros les principales difficultés qu'on retrouve à faire manger les enfants différents? Autant d'enfants autistes, autant de manières différentes. C'est bien ça le casse-tête. Et tout de suite, quand j'ai reçu les recettes, avec Joseph, on n'avait pas forcément parlé de témoignages. Et quand j'ai reçu les premières recettes, je me suis dit, mais pour arriver à ça, il a fallu batailler, il a fallu chercher, il a fallu trouver. Donc j'ai redemandé aux gens, j'ai dit, écoutez, vous m'envoyez les recettes, mais vous m'envoyez l'histoire de la recette. La perception de la sensorialité pour les personnes autistes, comme tu l'as vu, tu viens de le dire, est extrêmement variée. Et ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à l'autre. Il y en a un qui va aimer le blanc, pas l'autre, il va aimer le rouge et surtout pas le blanc. L'autre, il va vouloir manger vert. Tu as vu avec le riz d'Arthur où il faut que les grains de riz ne se touchent pas dans l'assiette. Tu vois? Mais c'est ça que j'ai remarqué, c'est que c'est très souvent sensoriel sur les autres sens que le goût. Alors que pour le commun des mortels, si c'est bon, on mange. Mais là, ils sont très, attachés soit à la texture, c'est-à-dire au toucher, si c'est croquant ou pas, si c'est au visuel, la couleur, la disposition. Et donc, ce sont des choses que le commun des mortels ne fait pas spécialement attention. Oui, absolument. Mais chez eux, c'est extrêmement important. Tu vois, il y a la recette. Oui, Marc, tu peux regarder page 57, la purée volcanique de Martine pour Amélie. Alors là, on a un autre exemple. Amélie, cette jeune fille à l'époque, voulait bien manger des légumes, mais ne voulait pas les voir. Donc la maman et Amélie aimaient bien les pommes de terre. Donc elle a imaginé de faire une purée et de mettre les légumes et de cacher les légumes avec de la purée par-dessus, avec un petit morceau de beurre
pour que ça dégouline de manière à ce que ça fasse volcan. C'est extraordinaire. Ça me rappelle quelque chose, en fait. C'est que quand j'étais gosse, je n'aimais pas manger. Et mes parents, maman, me faisaient la même chose. Un petit volcan avec la sauce au milieu, une espèce de cratère comme ça. Un petit lac. Mais comme un volcan avec au-dessus Mhm. le cratère et la sauce au milieu. Et puis, je me demande si finalement je n'étais pas un peu autiste alors. Hein. Oui, on peut voir parfois dans les travers que l'on Oui, a oui, oui, oui. quelques signes. Alors, je voudrais dire un petit mot par rapport à Amélie. Bon, elle a parlé de cette recette. Elle était petite. Elle en a mis une autre. C'est la recette sur le chou romanesco. Le chou romanesco, qui est une recette qui est faite pour être lue. La non-recette. La non-recette du chou romanesco, qui est faite pour travailler sur la mathématique du chou romanesco. Et C'est un légume fascinant pour les... absolument. Et dans la description que Amélie a du travail qu'elle fait sur le chou romanesco, bon, c'est une mathématicienne, tu vois. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Elle est très détaillée, sa recette, et c'est un vrai bonheur de la lire. Alors, je peux dire un mot sur Amélie. Elle s'appelle Amélie Tsag-Valren. Si vous êtes des habitués de Wikipédia, elle rédige énormément d'articles sur la nature, sur les chevaux. C'est une férue de chevaux, de race équine. Elle fait des recherches sur la généalogie des chevaux. Elle sait énormément de choses et elle travaille de manière scientifique sur le sujet. Et donc, les discussions avec Amélie sont extrêmement denses. Après, tu vas prendre un cachet d'aspirine. Hein. Oui. Et bien, j'ai remarqué au fil des recettes, en lisant les histoires, que souvent les parents arrivent à faire manger leurs enfants en les impliquant dans la préparation. Oui, oui, ouais. Ah, c'est la participation. La participation, ça c'est très important. Bon, les parents ont tous reçu le livre avant les grèves. Et une des mamans nous a mis sur la page Facebook de Je cuisine un jour bleu. Mon fils, quand il a vu son nom sur sa recette, sur la recette du bouquin, et qu'il a vu la photo, il s'est passé un déclic. Il a refait sa recette et il fait toutes les autres recettes du bouquin. La maman nous a écrit: mon fils a fait plus de progrès en 3 jours qu'il ne l'a fait en 8 ans. Tu vois, rien que ça, c'est extraordinaire. Tu dis, mais on a gagné. Je disais même à mon éditeur, je dis, tu vois, même si on vend rien, ben, je suis content parce que on a gagné cette chose-là de ce gamin pour lequel il s'est produit quelque chose. Ça a modifié sa perception, ça a peut-être modifié sa vie. Il s'est ouvert à quelque chose. Je mets en parallèle le poulet maillot de Milo, qui arrive du Pérou, qui a été extrêmement perturbé. À la cantine, il fugue parce que il ne peut pas manger, les gens ne le comprennent pas. Tu vois, c'est... Oui, parce que souvent, leurs restrictions alimentaires, enfin, comment dire, leur préférence. oui, ou leurs réactions vis-à-vis de certains aliments peuvent être, comment dire, confondues avec un simple caprice alimentaire. C'est vrai. Quand j'imagine le personnel de cantine doit se dire, oh, c'est quelqu'un qui est juste un petit peu capricieux parce qu'il veut pas manger ci, il veut pas manger ça. Moi, je me souviens, mes parents nous ont forcés à manger de tout. Oui. Ce qui après nous a rendus différents parce que après on n'était pas difficile, on pouvait manger partout. Oui. Mais de voir des enfants normaux commencer à trier leur assiette parce que ah non, ils veulent pas manger ceci, ils veulent pas manger cela. Finalement, je trouve ça un peu pathétique parce que on peut mettre dans le même sac les capricieux avec ceux qui ont littéralement un blocage au niveau mental. Ils n'y peuvent rien parce que c'est leur façon d'être. Oui, oui. Effectivement, c'est compliqué de faire la part des choses, caprice, pas caprice. Alors, ce n'est pas, pour les autistes, ce n'est pas le seul signe, heureusement. Et les parents vont s'apercevoir très vite qu'il y a des choses qui dysfonctionnent par rapport à d'autres gamins. Donc, très vite, ils vont essayer de voir ce qui se passe. Dieu merci, aujourd'hui, la détection commence plus tôt que par le passé. Mais effectivement, par rapport à la cantine, les parents doivent vraiment avertir le personnel. Malheureusement, les personnels ne sont pas formés en général.
C'est là la grande difficulté parce que les autistes, alors pour les verbaux, ça peut passer encore parce qu'ils peuvent dire je n'aime pas ou ils peuvent s'exprimer. Pour les non-verbaux, c'est beaucoup plus compliqué. Le seul moyen qu'ils aient de communiquer est par le geste. Et parfois, le geste peut, sans être agressif, peut être pris par les personnes comme agressif. Et là, après, ça dégénère. Et ce qui peut provoquer, comme pour Milo, une fugue, ou alors les murs de la cantine est recrépit. Ça arrive aussi, Et malheureusement. puis l'enfant est marqué comme violent par le personnel, ça rentre dans son dossier, et Oui, toute sa scolarité est compromise à cause tout simplement d'une incompréhension. oui, absolument. Oui, Alors que justement, je vois dans ce livre, c'est plein de positivité, c'est plein d'énergie positive et oui, d'espoir. Et oui. puis, ça regorge de créativité. Je vois même dans les noms, comme une recette, la tarte aux pommes des pirates de la frégate, ou Ah oui, ça c'est... ou la poire Belle Paul. Oui, ce sont des histoires extraordinaires. Les gens de la frégate, tu vois, pour faire ce bouquin, alors il y a, à la fin, tu as vu, il y a différentes associations qui, à l'occasion de ce bouquin, ont fait des ateliers pour donner des recettes. Et pour eux, c'était extraordinaire, c'était un prétexte extraordinaire. Les gens de la frégate sont venus, les enseignants de la frégate, et sont venus pour le lancement que l'on a fait à l'école de Paris des métiers de la table. Et je leur ai dit, mais vous êtes venus spécialement pour ça? Ils dit, oui, on voulait absolument être là pour le lancement, rencontrer les gens, vous rencontrer Joseph, rencontrer Guillaume Gomez, parce que pour nous, c'était très important que l'on dise à nos enfants, tous ceux qui ont participé, on était là pour le lancement et on a parlé de votre recette, on a montré votre recette. Ça, c'était très important. Et donc, ça veut dire que pour un atelier, comme le disait Guy un petit peu tout à l'heure, eh bien, avant de faire la recette, on va faire les courses, on va faire le marché. Donc, tout ça, c'est un projet. Faire une assiette, qu'on soit différent ou pas différent, de toute manière, on est toujours la différence de quelqu'un. Faire un repas et en particulier faire une assiette est un vrai projet. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on est très différent. Et donc, on est entré dans cette pédagogie. À Évreux, l'association Asperger Conseil ont fait 2 week-ends, 2 samedis de suite, des ateliers pour le bouquin, pour mettre les recettes dans le bouquin. Il y a quelques photos. Donc ça, pour nous, c'est rien que ça, c'est une victoire. Parce que les gens se sont retrouvés, ont partagé avec les parents, avec les éducateurs, se sont retrouvés dans une positivité de faire quelque chose, la réussite de quelque chose. Tu sais, pour parler, je vais dire un mot sur, j'en dirai beaucoup des mots, pour Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, d'ailleurs, il ne s'en cache pas, il le dit dans une vidéo, était un enfant un petit peu réfractaire, même très réfractaire à l'école. Et il s'est retrouvé en cuisine comme ça. Et il se trouve que la personne qui a fait les recettes à l'école de Paris des métiers de table, qui s'appelle Christophe Blini, qui est un mec extraordinaire, un garçon extraordinaire, a été un des principaux formateurs de Guillaume Gomez. Et quand on discute avec Christophe, il dit, tu sais, quand il est arrivé, Guillaume, c'était un petit peu une sorte de sauvageon. Pas très sauvageon, mais sauvageon quand même. Lorsqu'il a fait sa première assiette, comme beaucoup d'autres, ils sont transformés. Ils ont réussi à faire quelque chose une fois. Après, c'est pour la vie. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire quelque chose tout le temps, dans toute leur vie. C'est l'avantage de la cuisine, c'est très gratifiant. C'est extrêmement gratifiant. Tu vois le résultat de manière immédiate. Ça, c'est fabuleux. Alors, une autre raison pour laquelle je suis très content de parler de ce livre, c'est parce que quand je parle du podcast auprès de quelques amis, je les entends dire, oh, mais moi, je suis nul en cuisine, je peux pas, je sais pas cuisiner. Et là, je me dis, mais s'il y a un livre par lequel ils peuvent commencer, c'est celui-là. Je cuisine un jour bleu. Parce que si ça marche pour les autistes, ça marche pour tout le monde. Oui. Sérieusement, pour commencer, les recettes sont d'une simplicité et puis vous avez travaillé dessus. Donc, chacune des recettes que vous avez reçues ont été retravaillées par des professionnels. Oui. Donc, ce que j'apprécie, ce sont les photos. C'est-à-dire que pour une fois, et c'est très rare, et je le souligne parce que c'est un coup de gueule que j'ai vis-à-vis des autres livres de recettes, c'est que on nous met des photos parfois qui n'ont rien à voir avec la recette. C'est embelli, ils rajoutent des décors, etc. Alors qu'ici, on a exactement ce à quoi on peut s'attendre. Oui. Et
En plus, c'est appétissant. Oui. Et ça a été refait par des professionnels derrière. Et donc, la recette est faisable. Et elle est facile. Et elle ne requiert pas des ingrédients qu'il faut aller chercher dans une boutique spécialisée. C'est des recettes qu'on peut faire avec ce qu'on trouve au marché. Absolument. Alors, tu me tends une perche vraiment très très bien, à la fois sur Christophe Bligny, le cuisinier, et Jean-Michel Coulier, le photographe. Jean-Christophe Bligny, lorsqu'on est allé à l'EPMT avec Fabienne Vasselet et Joseph Chovanec au mois de juin 2017, Christophe, il me dit, tu sais, j'ai déjà eu des autistes en stage et c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Mais bon, j'aime les défis aussi et c'est bon, pour moi c'est bon, j'y vais. Et Christophe devait refaire les recettes donc au mois de septembre. Il a passé une partie de ses vacances à s'informer sur l'autisme, à essayer de comprendre ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ces gamins pour apprécier la nourriture. J'ai trouvé ce geste absolument fabuleux, ce que ce garçon se dise. Les parents nous ont envoyé des recettes, parfois à laquelle les gamins ont participé. Je ne peux pas les refaire comme ça. Je ne peux pas les refaire comme chef de cuisine de tous les jours. Donc, il s'est vraiment mis à leur place, quoi. Il a essayé et il a bien réussi de se mettre à leur place et toujours il a cuisiné avec cette idée. Ça m'amène une autre, mais je la dirai tout à l'heure. Pour ce qui est de Jean-Michel Coulier, le photographe, quand j'ai vu les premières épreuves, j'ai dit Jean-Michel, écoute, là j'ai été émotionné. J'ai dit mais tes photos ont vraiment du sens. Elles sont belles, elles disent quelque chose, elles parlent toutes seules. On n'a rien besoin de dire quand on les voit. Et là, pareil, il me dit mais tu sais, je suis un photographe culinaire professionnel. Ces photos-là, je les ai fait avec un autre œil. Ce sont des démarches qui me touchent énormément, tu vois. C'est-à-dire que le boulot qu'on a fait, on l'a fait avec un sens tout à fait déterminé, avec un objectif précis, fournir des solutions à des parents, mais avec le plaisir et avec le don, tu vois, c'est ça le truc. En effet. Guy, comment tu trouves les photos? Ah, moi je dirais que j'ai trouvé à la fois les photos et peut-être plus encore la manière dont les recettes sont libellées. Je suppose qu'elles ont été réécrites par une personne et une seule personne, parce qu'on trouve une homogénéité comme ça dans les explications. Alors, écoute, Guy, je vais te dire, ça veut dire que c'est le point commun des parents. Les recettes, l'écriture des recettes a été vraiment très très peu touchée, très peu touchée. Très peu touché. C'est vraiment, non, c'est vraiment les parents. On a peut-être corrigé quelques fautes d'orthographe, changé une tournure de phrase, mais elles sont toutes dans leur jus. Hein, mais elles sont très homogènes finalement les unes par rapport aux autres. Et alors, ce qui est appréciable, c'est la manière dont visuellement elles sont expliquées, hein, avec les étapes et puis après les produits qui interviennent. J'ai trouvé ça super bien. Et des petites illustrations pour chaque étape. Voilà, c'est ça. Oui, parce que ce qui est important pour les autistes, c'est que parfois la lecture les embête et ils ont besoin de visualiser les choses. C'est pour ça qu'on a fait ces illustrations pour que, éventuellement, sans lire, le gamin tout de suite sache ce qu'il faut faire. Ça, c'est très important pour les autistes. Est-ce que finalement, ça n'a pas permis à des enfants qui étaient cantonnés dans quasiment un aliment unique, hein, ou presque, de s'ouvrir et de découvrir et de manger autre chose? Mais vous avez complètement raison. C'est ça qui s'est produit, quand j'expliquais tout à l'heure, c'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement vu qu'il y avait une manière différente d'apprécier les choses et que le fait de réunir quelques ingrédients sur une table allait permettre de faire quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, je crois que c'est Roméo avec ses knackis ou un autre, et il les coupe de manière particulière et il ne mange pas les bouts. Ah oui, ils mangent les saucisses, mais pas les bouts. Mais pas les bouts. Ça m'avait interpellé, ça, parce que d'habitude, c'est ce qu'on mange en premier, les bouts. Ben oui, ben voilà. Et d'ailleurs, dans le bouquin, il y a les photos des knackis coupés. Tu les coupes d'une certaine manière. Il y a une autre. Oui, voilà. Le knack au riz blanc de Mathéo, c'est page 65. Oui, tu vois, c'est fabuleux. Il y a une autre recette aussi qui est fabuleuse, c'est les nuggets d'Anna. Oui, je l'ai survolé. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, il faut lire l'histoire. Et c'est là où c'est fabuleux, c'est l'histoire de la recette, les nuggets d'Anna que j'ai vu, qui est venu pour le lancement et avec laquelle on a discuté après par mail. Mais
elle raconte que pour faire les nuggets, pour l'escalope, c'est tout vraiment un poème, une histoire, c'est extraordinaire. Parce que lorsqu'elle allait chez son boucher, et lorsqu'elle va chez son boucher, on ne coupe pas l'escalope de manière traditionnelle. Et donc, il a fallu que la maman, que Anna, elle découvre quel était le sens de la texture qui convenait à son gamin, et que après elle aille chez son boucher et qu'elle lui dise, monsieur le boucher, voilà comment il faut couper l'escalope. Tu imagines ce que ça implique. Le boucher qui est un professionnel, la maman là qui passe, elle va lui expliquer comment il faut couper l'escalope. Rien que ça, c'est fabuleux. Le boucher, évidemment, il a vite compris. Tu imagines tous les phénomènes qui sont mis en route par rapport à cette chose-là. Si tu veux, pour moi, ce qui me touche énormément, c'est que chacune de ces recettes, chacun de ces témoignages. Mais je vois qu'il y a de l'émotion derrière parce qu'en fait, on sent que vous, avec ce livre, vous travaillez à rendre le monde meilleur. Et c'est pour ça que je suis content de vous avoir avec nous parce que comme le livre pour lequel j'ai fait l'interview la semaine dernière, c'était de nouveau quelqu'un qui a travaillé à vouloir faire le monde meilleur en disant il y a moyen d'arranger les choses et il faut pas s'attendre que le gouvernement le fasse. On le fait. Vous faites partie des gens qui décident de se retrousser les manches en disant voilà, je vais faire ma part. Et ma foi, vous l'avez très bien fait. Je crois que oui. Alors ce que je voulais dire, c'est que chacune de ces histoires pourrait être l'objet d'un bouquin particulier. Tu vois, par exemple, la sauce bolognaise de ma grand-mère. Si tu lis cette recette, le papa émigré italien épouse une jeune Française qui est aveugle. Déjà cette notion de handicap et ce garçon la femme de ce garçon qui apprend à faire la sauce bolognaise comme la maman du garçon pour lui rappeler son histoire. Et ça, c'est la fille qui raconte ça. Tu vois où ça nous emmène dans l'histoire des civilisations. D'ailleurs, c'est bien repris par Joseph Chovanec dans sa préface, qui est parfois difficile à lire. Oui, il a essayé de faire la littérature, c'est difficile, il faut un dictionnaire pour lire ce qu'il écrit. Il faut un dictionnaire, et attention, un dictionnaire récent, parce que, tu vois, apophegme, tu le trouves pas. Donc, toutes ces recettes sont pour moi une tranche d'histoire, une tranche de vie, et chacune peut faire l'objet d'un roman. C'est ça que je voulais dire avant d'être submergé par l'émotion. Parce que finalement, la cuisine, c'est un besoin basique qu'on a tous, et il y a des enfants, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'alimenter alors qu'ils sont là, et ils ont tout. Et il y a des mamans qui voient leur enfant dépérir à cause de ça, et elles décident de pas baisser les bras et de se battre. Et c'est un combat qui se déroule sous nos yeux, avec nos voisins, qui est là, et qui reste quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Parce que je dois vous avouer, quand mon père a pris sa retraite, mon père était cuisinier, il s'est impliqué comme bénévole dans une école hôtelière pour personnes handicapées de la région, de la banlieue à Bruxelles, je crois que c'est à Wavre, qui s'attelait à utiliser justement la cuisine pour permettre l'insertion des personnes qui ont soit des handicaps physiques et mentaux. Donc, il y avait des trisomiques, il y avait des autistes, il y avait des différents types de handicaps. Et c'est, d'un côté, ils trouvaient ça valorisant dans le sens où la cuisine permet aussi, si on arrive à trouver l'astuce, ça permet déjà premièrement la créativité et ça permet d'intégrer des personnes qui autrement seraient mises au banc de la société. Oui. Si tu me permets, Marc, je voudrais te dire un poème. Je t'en prie. Un poème qui s'appelle, toujours un poème de François de Chang, qui s'appelle Renaissance. Au sommet du mont et du silence, rien n'est dit. Tout est, tout vide et plein, tout passé présent, tout en nous renaît. J'aime beaucoup ce poème qui nous dit, c'est l'interprétation que j'en ai, si vous croyez qu'il n'y a rien, si vous croyez que c'est vide, ce n'est pas forcément la vérité. Comme tu le disais tout à l'heure, vous avez tout autour de vous. Faites fonctionner un petit peu vos neurones et vous allez trouver des choses extraordinaires. Mm-hmm. Guy, toi, tu as pensé quoi de ce livre? Mais je pense que je me suis exprimé il y a 2-3 minutes en disant que je l'ai trouvé super bien ficelé, on va dire ça comme ça. Et je vais même demander à notre invité s'il a d'autres projets d'un point de vue littéraire. Oui, il y a des choses dans le tuyau, comme l'on dit. Il y a plusieurs choses dans le tuyau. Alors,
pour moi, d'un point de vue littéraire, il y a deux choses. Donc, une qui n'a rien à voir avec le sujet qui nous préoccupe, mais dans le sujet sur lequel on est aujourd'hui, les parents, et surtout ceux qui n'ont pas envoyé de recettes, ça leur donne envie d'eux. Et donc, on commence de travailler sur un autre bouquin avec d'autres recettes. Un tome 2 en quelque sorte. Oui, une sorte de tome 2, organisé différemment. Joseph travaille beaucoup avec les pays asiatiques ou les pays, il va très souvent à l'île Maurice ou à la Réunion, donc avec des choses exotiques que l'on qualifie, avec des produits que l'on n'a pas forcément. Donc on a cette idée en tête. Et puis aussi peut-être par thème, on est en train de travailler sur le sujet, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est les parents. Parce que comme tu le disais, on n'attend pas forcément du gouvernement qu'il fasse. Les parents ils sont merveilleux, quoi. Dans les associations, ils font un travail de fou. Et pour la cuisine, ça donne envie à d'autres de nous rejoindre pour cette aventure. Bon, donc, on travaille sur le sujet. On est en train de voir comment on pourrait faire dans les thèmes, comment faire des classements. J'ai aussi une amie prof de français, une américaine prof de français sur la côte ouest, près de Vancouver, en dessous de la frontière, là, et qui, bien entendu, utilise la cuisine et la gastronomie dans ses cours de français. Et c'est une fille très engagée. Et comme je te disais l'autre jour, Marc, elle s'est servie du bouquin, elle se sert du bouquin pour travailler. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, justement? Je dis, bah évidemment qu'on peut travailler ensemble, tu imagines. On a aussi l'idée de faire, ça Joseph m'en avait déjà parlé, de faire un sujet autour à la fois du miel, des miels. Donc là, j'ai déjà commencé à potasser le sujet, et également autour des eaux minérales. Parce que pour les autistes, les eaux minérales, c'est aussi une histoire de sensation qui peut être très agréable ou très désagréable. Donc, on va travailler sur ce sujet-là aussi. Et puis, j'ai un autre sujet plus personnel, celui-là. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a quelques jours, vraiment quelques jours, un monsieur qui est corse, qui va retourner en Corse d'ailleurs, qui a 93 ans et qui a vécu beaucoup dans ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, parce que son père était militaire. Et donc lui, il a été en Indochine comme gamin. Il est retourné en Indochine en tant que militaire lui-même, et il est retourné beaucoup au Vietnam comme touriste et comme passionné de cette région. Et j'ai beaucoup discuté avec lui et je lui dis, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'objet de l'idée que j'ai de ce bouquin, cette triple vision d'une même personne sur donc occidentale, 3 périodes différentes de ce pays-là. Ça m'intéresse vraiment, 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 vraiment. Et ce serait sous quelle forme? Plutôt un livre, je dirais un peu biographique ou quelque chose comme ça? Ben, peut-être, oui, peut-être un peu biographique, mais un peu romancé quand même. Bien sûr. Mais à la limite, pas tant que ça romancé, parce que je lui dis, bon, vous avez eu des aventures, enfin, j'aimerais que vous me racontiez ça. Il me dit, oui, bien sûr. Donc, je lui dis, c'est ça que je veux que vous me racontiez. Donc, je pense que la réalité risque d'être égale à la fiction. Voilà. Mais bon, ça, tu vois, ça date de quelques jours. Alors bon, je vous en parle parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. Pour en revenir, voilà, au travail avec les autistes, je me rends compte que ça débouche sur plein de thèmes. Tu vois, la jeune femme qui a fait la postface, Amandine Rochdy, qui est aussi passionnée. Tous ces gens-là sont des passionnés. Elle a eu beaucoup de plaisir à faire cette postface. D'ailleurs, quand on lit la postface, on voit qu'elle est très intéressée par le sujet. Pour les eaux minérales, par exemple, on va travailler avec elle et d'autres gens. En fait, ce que je n'ai pas très bien découvert dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire, même si j'ai aimé mon métier, aujourd'hui, et depuis 2013, là, j'ai pris ma retraite en 2012, en fait, je rencontre des gens passionnés. C'était le mot que j'allais employer et que je sentais. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Quel que soit le thème que tu abordes, mais quand tu l'abordes avec
détermination et avec pas forcément des objectifs, mais des idées quand même que tu veux mettre en avant. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Marc, essayer de rendre le monde meilleur sans, il faut mesurer les mots. Et là, on rencontre des gens passionnés. Et on les attire et on s'attire mutuellement et bien alors on va travailler avec celui-là parce que lui il sait très bien parler de ça, lui c'est un spécialiste de ça et il veut parler de manière différente parce qu'on peut pas toujours tout dire dans le cadre de sa spécialité, mais on peut, tu vois, c'est ça qui est fabuleux, c'est que enfin c'est une sorte d'échange, une sorte de communion. Et ça, c'est... J'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu plus personnelle. Pendant votre vie professionnelle, donc jusqu'en 2012, Ouais. quelle était votre approche de la cuisine et de la gastronomie en fait? Ah, alors, c'est gentil de me poser la question. Moi, je suis un fou dingue de la cuisine, de gastronomie, je dis plutôt cuisine. Alors, je reprends une des questions que Marc posait dans son petit papier. Quelle odeur ou goût a marqué votre enfance? Oui. Ben, vous savez, Guy, j'imagine, je sais pas pour vous, mais en général, ce sont les mères ou les grands-mères. Exactement. C'est mon Donc, cas, surtout grand-mère en fait. ah oui, Maman oui. n'était pas une grande cuisinière, mais ma grand-mère, j'adorais voir ce qu'elle chipotait, comme on dit. Hein. Alors elle avait, mes grands-parents avaient autour de leur petite ferme un terrain clos d'à peu près presque un hectare, un petit peu moins, mais il y avait un jardin, il y avait un verger avec plein d'essences différentes. Avec la chance, c'est que mon arrière-grand-père était pépiniériste, Ah, donc il avait planté pour sa fille toute une série d'arbres fruitiers. Évidemment, ouais, comme ça s'était fait, je dirais avant la guerre de 1940, les arbres étaient à taille adulte à l'époque ouais. où je les ai côtoyés. Donc il y avait de tout. Il y avait des arbres fruitiers bien sûr, mais il y avait également des buissons avec du cassis, des groseilles rouges, des groseilles à maquereau de couleurs. Il y avait des prunes, il y avait des reine-claude, il y avait des cerisiers de différentes variétés. Oh là, Donc, il y avait des fraises. ouais. Et c'est vrai qu'enfant, j'ai été habitué, quand je passais mes vacances très régulièrement chez mes grands-parents, vu que ils habitaient à quelques kilomètres de chez moi, on me demandait ce que je voulais manger. Hein, donc j'avais 6, 7 ans. Alors qu'est-ce que tu voudrais manger aujourd'hui? Alors on envoyait mon grand-père chercher les légumes. Ils étaient Ouais, cueillis tout frais. Ils ouais. étaient lavés et à 11h30 on les cuisait puis on les mangeait. Et puis on faisait des confitures, on faisait des compotes avec des pommes. Alors j'attendais avec beaucoup d'impatience, déjà dès le mois d'août, l'arrivée des pommes, parce que bon, le mois d'août c'est un peu tôt pour les pommes. Hein. Il Oui, y avait un pommier extrêmement précoce. C'était un énorme pommier qui était plus large que moi, qui était très très imposant. Et alors c'était des pommes qui tombaient naturellement sur le sol, donc pour les ramasser c'était facile. ouais. Et alors il fallait faire extrêmement attention, c'est que les guêpes dès le mois d'août, Ah oui, commençaient à ne plus être carnivores, mais devenaient frugivores. ah oui, oui. Donc, elles allaient dans les pommes, elles faisaient des trous, et évidemment, on ne devait pas se faire piquer quand on les ramassait. Et Ouais, alors, c'était mon plaisir, c'était d'avoir les premières pommes de la saison pour faire de la compote avec ma grand-mère. Et comme elle élevait par ailleurs des poulets, on faisait du poulet rôti à la casserole avec les fameuses compotes du pommier. Et c'était ouais. extraordinaire, enfant, de participer parce que j'allais chercher les pommes et on les cuisinait ensemble et je participais, enfant, à la réalisation du menu finalement. Hein. Oui. Et on est marqué par ce genre de choses. On est absolument marqué. Ma mère, mes grands-parents étaient paysans et ma mère avait voulu faire des études. Bon, elle n'a pas pu faire d'études. Elle gérait ce qu'on appelle encore chez nous l'agence postale, par la poste, l'agence postale. Parce que dans mon village, il y avait une agence postale, donc ma mère gérait l'agence postale et mon père était facteur. Et évidemment, on avait un jardin, et comme vos grands-parents, Guy. Et ma mère avait vraiment cette faculté de faire très très bien à manger. Et avec pas grand-chose, elle faisait quelque chose dans mon souvenir d'extraordinaire. Et j'ai plein de plats qui sont vraiment extraordinaires. Alors évidemment, comme vous le disiez, mon père cultivait très bien le jardin. Il avait aussi beaucoup de choses. Donc c'était beaucoup plus facile. C'est ce que je m'efforce de faire aujourd'hui. J'ai mon jardin et c'est fabuleux d'aller chercher sa salade, sa ciboulette, son cerfeuil, bientôt les petits pois. C'est vraiment extraordinaire. Et donc la cuisine, je voyais faire ma mère. Et l'autre jour, enfin il y a quelque temps, mon épouse me dit mais ce geste, tu l'as pas fait, tu n'as pas été formé pour. Je dis oui, mais j'ai tellement vu faire ma mère.
Donc pour moi, le geste n'a absolument aucune importance. Je note quelque chose pour vous dire après. Et par exemple, sur la question de marque, le goût qui a marqué mon enfance, alors beaucoup de goûts ont marqué mon enfance, mais un en particulier, quand mon père était jeune, il a été élevé par un de ses demi-frères, parce que mon père était vraiment un sauvageon, et il a été élevé par son demi-frère dans la ville de Romans, dans la Drôme, la Pogne de Romans. Est-ce que ça vous parle? Qui est une sorte de brioche en forme de tore, hein, c'est-à-dire qu'avec un trou au milieu. Ça ne me dit pas grand-chose. Tu iras voir, vous irez voir. Oui. Évidemment, farine, œuf, sucre, Oui, levain, rhum et fleurs d'oranger. Et cette pogne de roman se fait cuire, alors à 180 degrés bien sûr. Mhm. À l'époque, ça se faisait au four à pain, ça cuisait au four à pain. Et chez moi, j'habite à la campagne, je me suis fait un four à pain, comme il y avait chez mon grand-père et chez un de mes oncles. Et donc, chaque mois, je fais une fournée de pain et une fournée de pogne. Et c'est un four à foyer direct ou bien indirect? Indirect. Donc, indirect, oui. Je sors la braise. Le bois n'est pas dans l'enceinte de cuisson. Non, c'est un chauffage par rayonnement. C'est ça. Je sors la braise, Mais au départ, on met le bois dans le four réellement. Absolument. Ah oui, donc c'est un foyer direct, Oui. Mais on peut sortir le bois. Pardon, oui, c'est un foyer direct, mais je sors le bois, je nettoie la sole avec la serpillière. C'est ça. Alors ça aussi, c'est un geste. Hein. Et déjà, lorsque le pain cuit, donc quand on va chez son boulanger et qu'on a la chance de voir qu'il y a un four, déjà, il y a une bonne odeur. Mais le pain en cuisson dans un four à pain, les odeurs sont inimitables. Enfin, ces parfums-là, on se les met dans sa bibliothèque. Et la pogne de roman, lorsqu'elle cuit à 180 degrés, tout gentiment, tout tranquillement, pendant une demi-heure, tu as ces odeurs de fleurs d'orange qui viennent se mélanger avec le rhum, avec le sucre. Je n'ai jamais retrouvé une odeur comme celle-ci. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse même la reproduire de manière synthétique. Oui, moi j'ai un souvenir pareil. Ça concerne de la gelée de mûres de ronces. Ah. J'en ai mangé enfant et en fait, ça se trouvait chez ma grand-mère, mais ce n'était pas elle qui avait les ronciers. Les ronciers se trouvaient vraiment dans des chemins sauvages et se trouvaient dans le nord de la France. Oui. Et comme il se fait que sa fille aînée, donc ma tante en quelque sorte, habitait dans ce coin-là, Ouais. son beau-père allait par monts et par vaux, par chemin, cueillir des seaux entiers de mûres de ronciers. Oui. Et alors, ça donnait une gelée qui était noire, violacée, Oui. qui avait un parfum que je n'ai jamais retrouvé. Oui. Et j'ai acheté chez un épicier très connu de la place de la Madeleine à Paris, chez Fauchon, et même chez Ediard. Oui. Bon, je voyais des bocaux gelés de mûres, de ronciers, etc., sauvages. J'en ai acheté. Le parfum était un nuage, était un succès d'année de ce parfum que moi j'avais connu à l'époque. Et ça n'avait rien à voir. J'étais déçu, en fait, tout en payant très cher ces bocaux-là, de ne pas retrouver le goût de mon enfance, de cette gelée de mûres de ronces authentiques. Et on est marqué par ce genre de choses. C'est fou d'attacher comme ça des souvenirs qui ont l'air futiles et qui sont en fait importants quand on est gosse. Et je mangeais cette gelée avec un plaisir extraordinaire. Ah oui. Je me souviens d'une recette de ma mère avec des pommes de terre et des restes de viande. Le reste du pot-au-feu. Elle creusait la pomme de terre. Alors ce qu'elle avait enlevé, elle le coupait fin, elle le mettait. Et quand elle coupait, elle faisait un chapeau avec la pomme de terre. Elle les creusait, elle mettait la viande, elle mettait le chapeau par-dessus. On attachait avec une petite ficelle de boucher pour pas que ça faute tout le temps. Ça s'ouvre. Et au four. Tu vois, quand je t'en parle, j'ai l'odeur qui me revient. Mm-hmm. Ah, c'est... Et ça donne faim parce qu'il est bientôt Oui, midi, ça donne absolument. Déjà, c'est 11h45, c'est incroyable, j'ai pas vu passer le temps. Alors, tu vois, dans une de tes questions, Guy, pour vous, qu'est-ce que représente la bonne cuisine? Je vais citer Bria Savarin. Voilà. Ça vous parle, hein? Bien sûr. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Bien sûr. C'est complètement ça. Malheureusement, on le visualise tous les jours.
Et on voit surtout l'appauvrissement de certains de nos compatriotes Oui, ou de nos coreligionnaires quelquefois, qui sont extrêmement pauvres dans la manière dont ils mangent, parce que finalement, ils ne mangent plus que 3, 4 ou oui, 5 plats différents sur la semaine. oui, Tel jour, c'est la pizza surgelée ou bien la pizza qu'on achète éventuellement en grande surface pré-cuite. ouais. Tel autre jour, ce sont des pâtes avec une sauce bolognaise en bocal qu'on n'a même pas pris la peine de retravailler. Tel autre jour, c'est un hachis parmentier du commerce de nouveau. Oui, Et Euh, vendredi, c'est les fiches. et puis il y a des oui, fiches TIC, et puis voilà. Et il faut reconnaître aussi que pour s'investir en cuisine, il faut un peu de temps. Alors on peut cuisiner très rapidement. Bon, moi oui, généralement je cuisine en un quart d'heure et puis c'est mon métier. Mais c'est vrai que la mère de famille qui maintenant bien souvent travaille à l'extérieur, qui a encore les devoirs des gosses à s'occuper, la lessive ou que sais-je quand elle rentre, elle n'a pas le temps de se mettre au fourneau et de cuisiner pendant des heures comme nos mamans ou nos grands-mères éventuellement pouvaient le faire. Hein. c'est vrai. Elles avaient quasiment leur matinée pour cuisiner, elles étaient retraitées. Et puis maintenant, ben, la mère de famille qui rentre le soir, d'autant plus si elle est seule à s'occuper du ménage, elle rentre, elle fait les courses en vitesse, et puis on met un plat vite fait au micro-ondes. Ouais. Et ça, on peut le comprendre. Mais par contre, ces enfants-là, qu'est-ce qui va leur rester à l'âge adulte, à la fois comme souvenir et d'autre part comme perspective de cuisine? Parce que celui qui n'a pas vu cuisiner réellement dans son enfance, me semble-t-il, a peu d'envie de vouloir cuisiner à l'âge adulte. Oui, c'est ça qui est. Je pense que c'est un peu un cercle Oui, vicieux. Hein. oui, On n'a pas vu ses parents cuisiner, donc on n'en voit pas la nécessité plus tard. Finalement, oui, on va au magasin, on achète un surgelé et puis on le met au four et en un quart d'heure, on a mangé. oui, oui. Oui, ben j'ai entre les mains un remède très efficace. Ça coûte 21 €. Ça s'appelle Je cuisine un Ah, jour ça c'est bleu. bien ça. Gourmet au titre recettes et témoignages. Et en plus, je tenais à revenir sur le fait que vous êtes tous des volontaires et des passionnés parce qu'il y a une petite note derrière qui est marquée qui dit les droits d'auteur recueillis grâce à la vente de ce livre seront reversés à des Oui, associations reconnues pour leur engagement pour les droits des oui. personnes autistes. Donc vous faites même pas ça Ah, mais pour vous absolument, enrichir. absolument, je m'enrichis de, vous avez bien compris, de manière différente. Si tu me permets, Marc, pour, Oui, euh, pour pardon. poursuivre ce que disait Guy tout à l'heure sur l'engagement des jeunes et le temps passé en cuisine, si tu vas à page 149, il y a les cookies de l'Amiens. Oui. C'est l'histoire qui est intéressante. C'est la description qu'elle en fait. Et je voulais justement la lire, ou tu la lis, parce que c'est vraiment... alors, l'histoire est page 151, pardon, dans les conseils de l'Amiens. J'ai trouvé cette histoire vraiment extraordinaire pour la fabrication de la recette. Tu veux la lire, Guy? Je vais devoir ouvrir. Voilà, Non, j'y pas. suis. Elle rac- Ah ben si Oui, Marc tu veut le veux. faire, sinon je suis. Non, vas-y, 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 Non, je vas-y. suis page 100. Je vais un peu plus bas. 151, 151. Oui, les oui. conseils de l'Amiens. Je suis en train de Oui, ça chercher. m'avait fait sourire, ça, justement. Parce qu'on voit dans la préparation en elle-même, on demande, c'est 20 minutes, 3 petits points et plus. Alors, j'arrive tout de suite. Je suis à la page 147. Donc, ça devrait arriver. Le problème, c'est que avec la souris, c'est pas comme quand on tourne les pages. Oui, Hein, c'est un peu plus compliqué. Voilà, j'y vois ici. Les conseils de Lamia, voilà. Pour faire ces cookies, prévoir du temps, au moins 2 heures. Le premier ingrédient pour réussir cette recette, c'est de rester seul dans la cuisine et de s'assurer de ne pas être dérangé. Tiens, le second ingrédient, c'est de la musique à plein volume accompagnée de pas de danse au fur et à mesure de l'avancement de la recette. Ça doit être pas mal à voir, n'est-ce ça. Hein. pas, hein? Ensuite, tant qu'à faire, il faut raconter une histoire. Nous vous proposons par exemple de vous glisser dans la peau d'un apprenti sorcier décidé à empoisonner un empereur. Toutefois, ce qui est important, c'est de choisir une histoire qui vous plaise. Ensuite, il faut peser précisément les ingrédients et suivre scrupuleusement la recette pour retrouver à chaque fois le même goût. C'est vrai que ça demande un petit peu de mise en place, hein, et surtout prendre beaucoup de plaisir à cuisiner. Je trouve ça extraordinaire, mais j'invite nos auditeurs à acheter le livre et puis après à la réaliser Mais bien finalement. sûr, bien sûr. Mais quand j'ai lu cette recette, j'étais à la fois stupéfait, j'ai souri, j'ai pleuré, c'est extraordinaire. Hein. Ou cette maman qui dit, quand j'ai trouvé comment faire manger mon fils, il m'a regardé et il m'a dit encore, encore. Et la maman dit, j'en ai eu les larmes aux yeux. Tu vois, Bien sûr, bien sûr. c'est extraordinaire. Enfin, est-ce que je peux parler de quelques bouquins, Marc? Oui, mais avant ça, j'avais Vas-y, juste une vas-y. question à propos du livre. Vous avez reçu à peu près combien de soumissions de recettes de la part des parents? Une soixantaine. Et vous les avez toutes Il y en a diffusées? une ou deux qu'on n'a pas, enfin je sais plus combien, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas diffusées parce qu'elles étaient vraiment très simples, ou on nous a pas mis d'histoire avec.
Ah, ok. Donc oui, Claude, est-ce que tu as des livres à recommander à ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet? J'ai plusieurs livres. Alors, le premier livre s'appelle « Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents ». C'est un monsieur qui s'appelle Peter Patfall et c'est aux éditions La Boîte à Pandore. Et c'est un livre sur... c'est une bande dessinée, en fait, qui explique aux gens qui n'ont rien à voir avec l'autisme et qui, pour aider des parents d'enfants autistes qui veulent aller peut-être au restaurant ou au cinéma, en tout cas souffler un peu, pour leur permettre d'avoir tout de suite les bonnes pratiques, pouvoir être avec ses enfants et ne pas commettre l'irréparable et que le gamin fugue ou parte. Et Peter a un enfant autiste, donc il sait de quoi il parle. Et dans cette bande dessinée, on retrouve vraiment toutes les situations que l'on peut trouver dans une maison. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, d'ailleurs, si on va sur Amazon, ils font un prix pour Je cuisine un jour bleu et ce bouquin-là. Ok. C'était une recommandation directe. Alors oui, Amazon, okay. Bon. Amazon aime bien recommander les livres du même sujet. Oui, mais il y a aussi, on trouve ça sur, comme disait Guy tout à l'heure, chez les petits éditeurs indépendants. Un autre bouquin qui est très bien, qui s'appelle La différence invisible, qui est fait par Mademoiselle Caroline, qui a fait les illustrations. C'est aussi une bande dessinée. Et Julie Dachez. Julie Dachez est une jeune femme autiste Asperger qui a été détectée à 18 ans. Ah oui. Dans cette bande dessinée, elle raconte son histoire depuis qu'elle a compris qu'elle était différente. Et dans sa bande dessinée, elle met en scène les situations et les questionnements. Donc ça pourrait être aussi comprendre l'autisme pour les nuls, tu vois. Donc très intéressant. Alors au passage, Mademoiselle Caroline, elle nous a fait un dessin dans Je cuisine un jour bleu, dans les smoothies, c'est à la fin du livre, les smoothies de Julie. C'est à la page 145. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Et alors pour la petite histoire, Mademoiselle Caroline, elle habite pas très loin de chez moi. Elle est à Manigot, pays de Marc Vera. Elle vit à Manigot. Oui. Voilà. Un troisième livre qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui s'appelle Les cœurs simples. C'est de mon ami Albert Algou, que je connais, Albert Algou, personnellement. Albert était prof de français avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, était prof de français à La Roche-sur-Foron, à Sénaux, près d'Annecy. Et on est resté en relation de loin en loin. Donc, Albert Algou, il est chroniqueur sur France Inter, dans l'émission de midi avec Nagui, enfin dans les autres aussi. Donc c'est un humoriste qui est parfois un peu aigre-doux, mais c'est un garçon absolument charmant. Il a un fils autiste, et ça n'a pas été facile pour ce garçon et pour la famille. Et dans ce bouquin, Les cœurs simples, Albert a rassemblé des textes d'auteurs extrêmement connus, ou pas connus de notre littérature. Alors il y a Apollinaire, il y a Gorky, il y a tout plein de gens, Goudouneuf, il y a Tolstoï, Keller, Anatole France, tu vois, Jim Harrison, Jean-Louis Fournier. Il y a une douzaine de textes sur ce que sont les âmes simples, hein, comme on dit chez moi, les ravis, bon voilà, les gens un petit peu comme ça. Donc c'est un livre qui est très intéressant aussi, qui est très agréable. Ça nous fait nous replonger dans notre littérature. Un autre livre que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai vu les commentaires, qui s'appelle L'autisme expliqué aux non-autistes. C'est fait par deux dames qui sont québécoises, dont une qui est autiste Asperger. Voilà, Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Et je l'ai parcouru, si je ne l'ai pas lu, je l'ai parcouru, et c'est vraiment très intéressant pour la compréhension de ce qu'est l'autisme. Donc l'autisme expliqué aux non-autistes. Après, j'en viens et j'en terminerai avec les livres de Joseph Chovanec, évidemment, hein, les intelligences multiples. Il faut prendre son temps, ne pas prendre un verre de whisky en même temps parce qu'on n'arrivera pas au bout du bouquin.
Ah, s'il écrit comme de ses livres comme il a fait la préface du jour bleu, là, ça risque de faire Oui, mal à la tête, en pas effet. tout à fait quand même, mais on y est un peu. C'est l'idée. Voilà. Ah oui. Un des bouquins de ses débuts, Je suis à l'Est. Alors là, il explique vraiment ce qu'a été sa vie d'enfance. Juste une petite anecdote. Il explique, il est à l'école primaire. La maîtresse veut expliquer ce qu'est une surface plate. Pour ce faire, elle prend un verre d'eau dans lequel elle met de l'eau. Et elle dit, la surface qui est mise en évidence par l'eau est plate. Joseph, évidemment, Madame, comment pouvez-vous dire cela? La Terre est ronde et la Terre est constituée à 75% d'eau. Comment pouvez-vous dire que l'eau qu'il y a dans le verre est plate, représente quelque chose de plat? Il est à l'école primaire, ou même avant, peut-être. Ah, donc, Ça fait penser un peu au jeune Sheldon, qui est la série qui a suivi le Big Bang Theory. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée. C'est une série américaine. Je sais pas si je l'ai vu diffuser quelque peu en France, qui met en scène des gens comme ça qui ont des tendances, des jeunes qui sont des surdoués, qui ont tous des doctorats et qui ont encore des comportements enfantins et qui ont l'acteur principal, le Sheldon, comme ça, est très insensible au second degré et est comme ça et prend tout à la logique en disant mais vraiment tout à fait dans cet esprit-là. Et ils arrivent à en faire quelque chose qui est à la fois drôle et à la fois intéressant. En fait, c'est ce que fait Joseph dans ses conférences, hein. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a subi, tous les problèmes vraiment extrêmement désagréables, il les explique avec énormément d'humour. Et donc, on comprend tout de suite. Et je terminerai par le dernier enfin, je sais pas si c'est le dernier, de l'amour en autistan. Et là, il est très, très émouvant, je dirais très drôle, non, pas, il est un petit peu drôle, il est très émouvant et très touchant, parce que Joseph parler de l'amour, c'est quelque chose. En effet. Et donc, Je cuisine un jour bleu, c'est un titre qui est inspiré par un autre livre. Daniel Tammet, qui a écrit « Je suis né un jour bleu ». Alors pour les autistes, comme Joseph d'ailleurs, ils sont nés un mercredi, et le mercredi pour eux est un jour bleu, et la couleur bleue est la couleur de l'autisme. C'est ça, là, oui. Ah oui. Ils mettent des couleurs sur les jours de la semaine? Absolument. Alors ça, c'est la particularité de l'autisme qu'a Daniel Tammet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui raisonnent avec des couleurs. Daniel Tammet est capable de réciter les chiffres après la virgule, les décimales du chiffre pi pendant 5 heures sans se tromper. Il y a une vidéo qui l'atteste, les gens contrôlent en face et ça dure 5 heures. En fait, il utilise les couleurs, c'est-à-dire qu'il travaille par zone, il saucissonne ce qu'il a à dire et sur les zones, il met des couleurs. Et en fait, il se rappelle des couleurs. Ce sont des choses qui nous échappent un peu, en fait. J'avais vu comme ça le raisonnement d'un calculateur prodige, et alors on avait visualisé la manière dont lui visualisait les choses. Donc on lui demandait de multiplier, de diviser ou de chercher une racine carrée ou cubique ou que sais-je, de nombres tout à fait, je dirais, énormes et qui nous serait évidemment impossible de faire ça sans le calculette. Et alors ce qu'on voyait, c'est qu'il avait une espèce de représentation en 2 dimensions de formes et de couleurs différentes et que les chiffres étaient associés à cette forme-là. Alors, il associait les 2 formes, les 2 nombres à multiplier, par exemple, ce qui donnait une 3e forme, et il interprétait cette forme en disant quel nombre ça faisait. C'est extraordinaire, hein. Donc, c'était en fait des formes qui se mélangent, qui se conjuguent, et qu'ils étaient capables de réinterpréter sous forme de chiffres. C'est tout à fait, je dirais, hermétique à notre pensée en général, bien entendu. Et donc après, quand le prof de maths demande le raisonnement, on est incapable de le donner, évidemment. Voilà, et ils se prennent une mauvaise note à cause de ça. Absolument, oui. Sinon, à part ça, Claude, est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, il m'arrive d'écouter des podcasts, notamment les podcasts de France Culture, ou alors des émissions culinaires, oui.
mais pas encore de podcasts indépendants, Non, parce qu'il y a non. pas mal de podcasts indépendants Tu as qui sont raison arrivés. et grâce à vous, je dois dire que je découvre. Et alors, pour être franc, c'est rigolo parce que ça fait penser un petit peu quand l'ordinateur a vraiment pris l'essor, on a dit le livre c'est terminé. Vraiment podcast, je dis oh bah, podcast et radio, qui s'intéresse à ça quoi, tu vois. Et voilà, tiens, je suis tombé dans le panneau. Mais depuis que tu m'en as parlé, je regarde. Et je vois la potentialité. Tout à l'heure, tu m'en parlais à propos des amis de la fête de la gastronomie. Ouais, Bon, moi j'ai eu l'idée de lancer ce podcast parce que j'ai vu l'essor que ça prenait aux États-Unis, parce que ben, les gens écoutent ça avec leur téléphone du type smartphone et ils en ont tous ouais. un dans la poche. Et je regarde comme j'habite en Angleterre, je suis bilingue, je consomme pas mal de podcasts en anglais. En matière de cuisine, il y en a plus de 300 qui existent en anglais et qui sont faits par des indépendants, donc des gens comme nous, des passionnés qui ont décidé de prendre un micro, leur ordinateur et puis commencer à partager avec le monde. Mais je vois que par exemple le domaine de l'autisme aussi, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en anglais, alors que j'en connais pas en français déjà. Non, Euh, tous les domaines, en ouais, fait, c'est énorme. C'est comme du blog, mais comment oui, dire, audio. oui, Tous les domaines, toutes les ouais. niches. Je vois même Allez, on avait normalement prévu de faire à cette époque-ci un épisode sur les mariages princiers. Parce que justement, en Angleterre, il y a un grand mariage princier qui se passe. Et puis, je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous avez remarqué, je voulais parler des menus qui allaient être servis, mais manque de peau, ces gens-là ont décidé de faire un peu original. Ils ont demandé à tous leurs invités d'amener leur pique-nique. Donc, Ça coûtera moins cher. oui, mais je veux dire, pour un mariage dans la famille royale, de la famille royale la plus riche du monde, ça fait un peu bizarre. Donc, je me dis, OK, c'est peut-être pas le moment de parler de ce qu'ils vont manger parce que ça va durer Oui, longtemps, ou alors ça va faire bizarre. Mais je regarde, en matière de podcast, j'ai compté 7 podcasts qui parlent rien que de ce mariage ouais. princier-là. Il y en a 7 personnes qui se sont dit, je vais en parler, et puis je vais essayer d'intéresser le monde. Donc, c'est un potentiel énorme. Si on doit être 4 ou 5 ans en retard sur les Oui, États-Unis, oui, on n'a pas. Oui, moi c'est- je n'avais pas cette culture du podcast. C'est vrai. voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ben, il suffit d'aller voir, on a fait un petit explicatif sur parlercuisine.com, notre site. Sinon, vous tapez sur YouTube comment s'abonner à un podcast. Il y a quelques vidéos qui existent qui expliquent comment consommer du podcast. C'est très facile. Un ordinateur, une tablette ou un téléphone, ou même encore des lecteurs MP3 s'il y en a qui ont encore ça. Et puis, oui, ça permet d'atteindre des gens dans des situations, justement, au lieu de mettre de la musique à fond, écouter un podcast. Moi, c'est ce que je fais pendant que je Ouais. fais la vaisselle. J'écoute un livre audio ou j'écoute des podcasts. Et donc, du coup, j'aime bien faire la vaisselle. Parce que non, ça permet de s'instruire en même temps, on apprend Absolument. des On va le choses. conseiller aux dames qui disent ouais, tu fais jamais la vaisselle. Voilà. Moi, avant de nous quitter, j'aimerais poser une question encore à notre interlocuteur. On a discuté donc de la cuisine pour autistes. Maintenant, il nous a également signalé qu'il était dans une super région qui est la Mm. Haute-Savoie. Est-ce qu'en quelques phrases, je ne vais pas dire en quelques mots, mais il pourrait nous donner sa recette coup de cœur, disons plutôt de l'étape, donc de la région. Bien sûr, on connaît tous les gratins dauphinois, la fondue et des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a un autre plat du terroir qui serait un peu moins connu de nos auditeurs qui n'habiteraient pas cette région et dont ils voudraient nous dire quelques mots? Euh, Et je dirais une recette du terroir, ça pourrait être une recette à la limite très locale finalement. alors justement, je suis pour la fête de la gastronomie, je suis en recherche de recettes très très locales dans mon village. Alors je ferai référence. D'ailleurs, il y a un restaurateur qui ne s'y est pas trompé, qui est un Sylvieux, qui est un 2 étoiles, qui s'appelle Laurent Petit, le chef, et le restaurant c'est le Clos d'Essence. Je les connais bien. Et Laurent, il met en valeur les poissons du lac, que ce soit le lac d'Annecy, évidemment, le lac du Bourget ou le lac Léman. Donc, où il y a, de la ferra, il y a des Oui. perches ou des ombles chevaliers quand c'est le moment. Donc, je m'orienterai plutôt vers cette partie-là parce que la Haute-Savoie, en termes culinaires, ça n'est pas le Sud-Ouest. Donc c'est vraiment alors il y a une recette emblématique
qui est un mélange de lard et de pommes de terre, si tu veux, qui a été fait par les dames le dimanche matin ou le samedi soir, pendant qu'elles allaient à la messe, ça cuisait au four du boulanger. Hein. Alors le nom exact m'est sorti de la tête. Donc ça, c'est vraiment un plat du terroir. Je vous le dirai après. Mais pour en revenir aux poissons du lac, je voudrais plutôt mettre l'accent sur ces poissons du lac, la ferra, pour la plus commune que l'on trouve. C'est-à-dire que ça demande une cuisson extrêmement légère. Hein, Guy ne va pas me contredire. Et est-ce qu'il y a, je dirais, un accompagnement qui est particulier à la région, qui est une méthode de préparation, je vais dire, qui est courue, qui est habituelle? Alors, pour illustrer le fait que la Haute-Savoie les Savoies ne sont pas, bien qu'étant près de Lyon, ne sont pas forcément des régions très très gastronomiques, où les gestes ne sont pas bien, les gestes culinaires ne font pas forcément partie du quotidien. C'est-à-dire que la manière de cuisiner, si on regarde les livres de cuisine de Haute-Savoie, c'est une cuisine de subsistance. Oui. C'est pas une cuisine de plaisir. C'est une cuisine extrêmement rustique. Hein, et si tu veux, aujourd'hui, nous on fait, par rapport à la cuisson des poissons, on fait extrêmement attention, pas trop. Et ça me met en tête, il y a quelque temps, j'ai regardé une vidéo de Julie. Oui. Voilà. Et elle était justement venue à Annecy, et il y a un pêcheur qui l'avait emmené sur le lac. Il avait pris avant de la ferra. Il avait fait une recette, mais je dis, mais c'est pas possible. Et tous mes amis pêcheurs d'Annecy, quand ils ont vu qu'il a fait cette recette, ils étaient fous furieux. Il l'a fait avec des pommes de terre. Il a mis au four pendant 1 heure un filet de ferre. Oula. Tu imagines? Enfin, c'est pas possible. C'est long, ça. Oui, mais c'était de la bouillie, ça n'avait plus aucun intérêt. Donc, oui, les poissons du lac, et ils ont un parfum qui est, tu vois, la ferra ou l'omble chevalier, c'est un petit parfum de noisette très très délicat. Donc c'est à très très peu de température, même 60 entre 60 et 80 degrés, tu restes devant. Oui, Bon, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Extrêmement délicat. Et l'accompagnement, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Alors s'ils ont des haricots, ils vont mettre des haricots. Si c'est le moment. Sinon, non, il y a pas vraiment un accompagnement particulier. Il y aura, voilà. Alors la spécialité savoyarde, le plat de terroir savoyard par excellence, s'appelle le farcement. Le farcement savoyard. Alors on le trouve aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie. Et c'est cuit dans un moule avec une cheminée, en fait. Absolument. Oui, je connais cette recette-là. Tu connais. Les dames, c'était plutôt les dames, hein, parce que les messieurs, ils allaient bosser au champ, travailler au champ ou à l'usine, où ils n'étaient pas là, parce que ils allaient faire différentes choses par Mons et par Vaux. Et la transhumance. Donc, elle faisait ce plat, elle le préparait le samedi soir. Tout dépend comment le boulanger s'organisait pour faire sa fournée. Et quand elle le ressortait de la messe le dimanche matin, elle passait chez le boulanger qui avait cuit le farcement ou les farcements des différentes cuisinières. Ça avait cuit dans le four à pain après la fournée. Donc il y avait cette cuisson qui était extrêmement lente, qui était douce, parce que le farcement c'est une chemise de tranches de lard, avec des pommes de terre, avec des pruneaux, avec des raisins secs, tu vois. C'est vraiment. C'est une espèce de pudding à l'intérieur quelque part. Absolument, c'est un petit peu comme le pudding. Et le dimanche, c'était le plat du dimanche. Et c'est vraiment une nourriture de subsistance, mais qui est très bon, évidemment, avec toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Pour une des fêtes de la gastronomie dans un village pas très loin de chez moi, j'étais allé les voir pour qu'ils fassent la fête de la gastronomie. Et une dame avait évidemment fait du farcement. Je le fais de temps en temps lorsque j'ai des amis qui me demandent une spécialité de la région. Je fais le farcement. Et je me débrouille pour faire une fournée à ce moment-là, et je le mets dans mon four toute la nuit. Et le matin, comme je fais pour les tripes, d'ailleurs j'adore faire des tripes,
et je les fais cuire toute la nuit. Et quand je vais ouvrir mon four à 6 heures du matin ou 8 heures du matin, le four est encore à 70 degrés, et que je soulève le couvercle, tu pourrais manger les tripes ou le farcement là tout de suite, tu vois, à 6 heures du matin. C'est extraordinaire avec un petit peu de vin blanc. C'est fabuleux. Et comment est-ce qu'on peut améliorer cette recette ou enrichir cette recette? Je crois qu'elle ne nécessite pas d'être enrichie parce qu'en fait, je vois la recette ici. On peut utiliser toute une série de fruits secs. Il y a les pruneaux, les raisins secs, les figues, mais ça reste essentiellement un plat de terroir finalement. Hein. Oui. C'est un plat sucré-salé, donc on va le prendre aussi bien en plat principal qu'en entrée. Oui. Et une petite salade à côté avec un bel assaisonnement d'huile, de vinaigre, et puis le choix des salades, ça peut être sympa, mais je pense qu'on ne peut pas, je dirais vraiment le travestir, sinon il perd son authenticité. Hein. On pourra envisager toute une série de variantes, mais je pense que, d'après ce que j'en vois, autant de villages, autant de variantes de farcement et autant de noms quelquefois. Oui, absolument. Moi, j'aime bien faire une petite sauce au vin à côté, donc je laisse un petit peu bien une sauce au vin. Une réduction, tu vois. de vin voilà, rouge. une réduction de vin rouge. J'aime bien cette petite pointe-là. Ok, mais on va bientôt arriver au terme de cette conversation parce que je me rends compte que le temps passe. Avant de se quitter, je voulais, Claude, que tu nous parles de la fête de la gastronomie parce que tu mentionnes ça depuis le début. C'est quoi exactement? Un podcast pour ça. Voilà, c'est un beau sujet pour la prochaine fois. Non, si j'ai bien compris, la fête de la gastronomie est à la gastronomie, ce que la fête de la musique est à la musique. Exactement. Donc c'est une grande célébration nationale en France. Absolument. La fête de la gastronomie existe depuis 2011, suite à l'inscription du repas français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc Frédéric Lefebvre, qui était à cette époque-là dans la mandature Sarkozy, il était secrétaire d'État au commerce, l'artisanat, donc il a créé la fête de la gastronomie. Il a donc créé un commissariat général à la fête de la gastronomie qui est basé à Bercy, qui travaille toute l'année, encore maintenant, auprès des entreprises, auprès des chefs, pour faire la promotion de la fête de la gastronomie et pour inciter des porteurs de projets dont je fais partie à développer la fête de la gastronomie autour de soi. Et ça se déroule quand? La fête de la gastronomie se déroule toujours le dernier week-end complet du mois de septembre. Cette année encore, c'est donc le 21, 22, 23 septembre. Alors, il y a une petite particularité cette année, c'est que le nom de la fête de la gastronomie se modifie un petit peu. On a rajouté Goût de France parce que M. Macron, notre président, avec la complicité d'Alain Ducasse, met en avant ce que l'on appelle Goût de France. Alors, il y a la gastronomie, mais il n'y a pas que la gastronomie. C'est aussi toute l'industrie française. Et évidemment, la gastronomie est partie prenante de cette histoire. Donc, c'est Goût de France. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que Goût de France, vu de l'étranger, on comprend tout de suite, évidemment. Mais vu de l'intérieur, Goût de France, nous, ça nous... Enfin, oui, évidemment. Moi, ça me fait penser à une marque blanche de supermarché. Absolument. Alors que faites de la gastronomie, il n'y a pas de souci, quoi. On sait. Voilà. Oui. Et en France, il y a plein de porteurs de projets pour la fête de la gastronomie, des particuliers, des entreprises, des chefs, toutes sortes. Et cette année, un certain nombre d'associations, notamment d'autistes, pour faire le lien avec le bouquin, vont organiser des ateliers pour la fête de la gastronomie. Moi, j'espère qu'il y en aura un certain nombre. Et donc, toi, tu es président, oui, c'est ça, de l'association Amis Fête de la Gastronomie? J'ai créé l'association après j'avais d'abord créé simplement la page Facebook. Et puis, à la demande de Madame la commissaire générale, elle me dit ce serait bien que tu fasses une association. Bon, ok, donc j'ai créé l'association des Amis de la Fête de la Gastronomie. Alors le positionnement est un petit peu délicat parce qu'il faut pas marcher sur les pieds du commissariat général à la fête de la gastronomie. Bon, mais les choses se mettent en place doucement. Bon an mal an, ça. Et ceux qui veulent en savoir plus sur les festivités autour de ce week-end-là? Il faut aller sur le site gouvernement
J'imagine quand tu as pas fait de la gastronomie 2018. Oui, voilà, tu tapes fait de la gastronomie et tu vas tomber sur le site du gouvernement économie.gouv.fr / fête de la gastronomie. Et là, il y a tout ce qui concerne la fête de la gastronomie. Et donc, lorsque tu décides de faire un événement pour la fête de la gastronomie, tu inscris ton événement, il y a un questionnaire, tu dis ce qui va se passer, tu donnes le programme, tu dis où ça va se passer, tu envoies quelques photos, et donc il y a une mise en avant sur ce site-là de tous les événements qui vont se produire. Donc tu as les événements du monde entier, hein, aussi bien aux États-Unis, partout, dans toute la francophonie, tous les gens qui veulent bien organiser des événements pour la fête de la gastronomie sont répertoriés. Alors, il y a des analyses, des articles sur les chefs. Il y en a même un sur moi. Si tu tapes Claude Carrade en recherche, tu vas tomber sur le petit déjeuner gourmand organisé à Choisy l'année passée, en 2017, avec la championne de France du petit déjeuner gourmand que j'ai organisé dans mon patelin, là. Et voilà, c'est très intéressant. Je me rends compte au niveau gastronomique français qu'il y a parfois quelques paradoxes. Dans l'appellation maintenant, je viens d'entendre Goût de France. C'est un peu comme si on voulait, je dirais, et c'est normal bien sûr, mettre en avant les produits français et strictement français. Donc d'une certaine manière un petit peu s'entourer, je dirais, d'un muret pour bien spécifier que c'est français. Et puis on se rend compte que les deux plats les plus plébiscités par les Français, c'est à la fois la pizza, parce qu'on mange apparemment plus de pizza en France qu'en Italie, c'est le couscous. Oui. Ils ne sont pas finalement des plats authentiquement français, il faut quand même bien le reconnaître. Et le hamburger qui est et le hamburger, évidemment. C'est pour ça que... Donc c'est un peu paradoxal finalement. Tu as tout à fait raison, c'est pour ça que cette notion de goût de France, moi, me gêne, et je ne suis pas le seul. Cela dit, il faut voir ça de l'étranger. Alors bon, vous êtes près de la France quand même, mais quand on dit goût de France, ça inclut toute l'économie, c'est-à-dire ça inclut le TGV, ça inclut Airbus, ça inclut d'autres points forts sur lesquels en France sont meilleurs que d'autres, quoi. Oui, mais quand on parle de goût, moi je dirais pas le TGV parce que le sandwich oui, t'as raison. Et alors, non mais alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais sachez qu'avec Joseph, on a justement un projet sur le sujet. Oui. Ah oui, j'ai cru comprendre qu'ils retravaillaient un petit peu leur repas parce que les cuisines sont en déficit sur le TGV, d'après ce que j'ai vu. Ils auraient pu venir nous voir, hein. On devrait travailler pour eux, n'est-ce pas? Oui, éventuellement. Ouais. Mais enfin, je suppose qu'il y a quand même des spécialistes qui peuvent, que la SNCF peut contacter et dont. C'est pas ça qui manque en France. Non, je ne pense pas. Oui, non, ça ne manque pas, mais ils vont pas forcément le faire. Et bon. Oui, ils vont demander des pauses syndicales. Je dis ça parce qu'on doit se rendre le 2 juin à Paris et justement, il y a grève ce week-end-là. Donc, le 2 juin, il y a le salon MP3 à Paris. Oui, je ne peux pas être avec vous. C'est bien dommage, j'aurais beaucoup aimé. Je suis en dédicace dans la bonne ville qui est proche de chez moi, la bonne ville de Rumilly. Alors, je vous parle de Rumilly parce qu'à Rumilly, il y a deux choses qui sont connues dans le monde entier. Les petites boîtes de lait Mont-Blanc. Oui. Et la petite girafe pour les enfants qui s'appelle Sophie. La girafe Sophie, oui, Sophie la girafe, oui. Ma fille Sophie en a une. Elle a tellement mâchouillé qu'elle a perdu ses taches. Ah non, ça a beaucoup de succès dans le monde entier. Oui. Ok, donc si les gens veulent rentrer en contact avec toi, est-ce que tu as un site, une adresse email, alors, page Facebook? J'ai tout ça. Le site, alors c'est www.otis, A-U-T-I-S, chef, C-H-E-F.com, otis.com. Otischef.com, voilà. Otischef.com, oui. Là, il y a un certain nombre d'informations. Ensuite, il y a la page Facebook de Je cuisine un jour bleu. Ensuite, il y a ma page, Claude Carrade. Si vous tapez Claude Carrade, vous tombez dessus. Mon mail, je donne mon adresse mail. Si ça te aucun problème. C'est mon prénom et mon nom tout attaché, Claude Carrade, Carrade, C-A-R-A-T, comme le bijou. Vous ne pouvez pas oublier l'orthographe de mon nom, claudecarrade@gmail.com. Ok. Bon, je mettrai les adresses sur les notes de l'épisode. Je mettrai pas l'email parce que sinon tu vas te faire spammer et j'ai pas trop envie.
J'aime pas publier les adresses email sur. Tu sur les sais, pages. il est de partout mon email. Hein. Donc, je mettrai un lien pour acheter le livre sur Amazon sur les notes de l'épisode. Donc, Ouais. cliquez dessus. Alors écoute, mets le lien sur, si tu veux bien, plutôt qu'Amazon, sur de Terre Vivante, parce que Terre Vivante le vend directement aussi. Mais sauf qu'en Angleterre, Et c'est le même prix? oui, 21 €. Oui, non, mais sur Amazon, on touche une commission. Ah, pardon. Ah, mais, non, mais il faut tout me dire, hein, Marc, il faut tout me dire. Ok, j'ai compris. Pas de souci, Non. pas de souci. Ou alors, je vais mettre les deux. Donc, si les gens veulent soutenir le podcast et faire en sorte qu'on ait une petite commission, je crois que c'est 8% qu'on touche dessus, parce que derrière, on a des frais, hein. Alors, oui, j'imagine. Ils peuvent cliquer sur le lien Amazon, ou alors s'ils veulent acheter directement à Terre Vivante et faire davantage de droits d'auteur pour les associations, ils pourront choisir. Ok, Marc, il n'y a pas de souci. Non, excuse-moi. Si tu es en des relations avec le Québec également, on trouve le bouquin chez Renaud Bray. Ok. Renaud Bray. Ok. Voilà, Renaud-Bray. Ok. Donc, les liens vers tous les livres que tu as cités vont se retrouver sur la note de l'épisode que vous pouvez retrouver sur le site parlercuisine.com. Il y a toujours la page Facebook et puis le compte Twitter et l'adresse email, c'est question@parlercuisine.com. Si vous avez n'importe quelle question en matière de cuisine, on s'efforcera d'y répondre le plus vite possible. Avant de nous quitter, Claude, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais bien, comme j'ai commencé par un poème, je voudrais bien terminer par un poème qui est un quatrain, toujours de François de Chang. C'est tiré de son livre Enfin le royaume. Le quatrain s'appelle Envoi. Je le cite. Ne quémande rien, n'attends pas d'être un jour payé de retour. Ce que tu donnes trace une voie, te menant plus loin que tes pas. Voilà, ça s'adresse à tous ceux qui partagent leurs connaissances et leur temps, leur passion. Très inspirant. Oui, c'est très inspirant. Nous sommes des passionnés et on aime bien partager sans empiéter. Voilà. Un dernier commentaire, Guy? Eh bien, j'ai été particulièrement heureux de cet entretien et j'espère que ça pourra se renouveler à l'occasion parce que je pense qu'on a des choses très intéressantes à discuter ensemble. Oui. Pas seulement sur l'autisme, on peut parler sur la cuisine en général et c'est un excellent début, je pense. Voilà. Oui, je le crois. Je crois aussi. Oui, vous êtes le bienvenu. Je ne sais pas si vous venez en Belgique ou si vous y êtes déjà venu. Je ne suis jamais allé en Belgique. Ah voilà, il y a plein de choses à vous montrer, plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, tant au niveau culinaire qu'au niveau historique. Donc pourquoi pas un jour? Oui, absolument. Je tâche de prévoir et je vous en parlerai parce qu'effectivement, j'aimerais bien découvrir cette région et dans les reportages que je peux voir ici ou là, il y a beaucoup de choses à voir et à déguster. Par contre, moi, je suis déjà allé en Haute-Savoie, au lac d'Annecy, il n'y a pas de problème. Alors C'était il y a quelques années, mais enfin voilà. Oui, mais vous pouvez revenir, je peux vous accueillir chez moi, j'ai une grande maison, il y a tout ce qu'il faut, il y a pas de souci, c'est avec un grand plaisir que, avec mon épouse, nous vous recevrons. Eh bien, c'est parfait, c'est gentil à vous. On serait bien capable de débarquer aussi. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir fait l'honneur de nous avoir accordé ton temps. L'honneur est pour moi. Le livre, c'est Je cuisine un jour bleu. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.